Entre fascination et répulsion, admiration et détestation, c'est vrai que les humains ont toujours entretenu des relations complexes avec ces insectes, fourmis et termites notamment, et pourtant, vous allez voir que la recherche est en marche. Les travaux des scientifiques nous offrent une fenêtre sur ces mondes formidables et incroyables du vivant, sur ces sociétés ultra organisées et qui révèlent justement une intelligence et des capacités insoupçonnées. Alors, sans plus attendre, plongeons dans l'aventure, dans la grande diversité de ces systèmes sociaux, avec nos deux invités. Claudie Dooms, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes biologiste de l'évolution, directrice d'études à l'École pratique des hautes études, et vous travaillez dans un laboratoire du Muséum national d'histoire naturelle, l'Institut de systématique évolution biodiversité, et vous êtes spécialiste des fourmis. À vos côtés, David Silam-Ducès, bonsoir. Bonsoir Aurélie, bonsoir tout le monde. Vous êtes éthologue, spécialiste des termites, enseignant-chercheur au LEEC, c'est-à-dire le laboratoire d'éthologie à l'université Sorbonne Paris-Nord. Et peut-être que vous pouvez commencer d'ailleurs, David Silam-Ducès, à nous faire entrer dans cet univers, peut-être en définissant déjà qu'est-ce qu'on appelle les insectes sociaux. Alors, grande question. Normalement, c'était Claudie qui devait commencer là-dessus, mais c'est pas grave, je vais pas en parler. Les insectes sociaux sont des insectes qui vivent en colonie avec un partage des tâches. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui vont s'occuper de la reproduction, d'autres qui vont s'occuper de la récolte de nourriture, d'autres encore de la défense de la colonie. Donc, chaque individu a une tâche, un rôle bien particulier, ce qui permet cette cohésion dans la colonie et très certainement le succès écologique de ces insectes, que ce soit les fourmis ou les termites. Claudie Dooms. Oui, juste une autre caractéristique majeure en fait de ces colonies, c'est le fait qu'il y a plusieurs générations à l'intérieur même du groupe. Il y a les parents, il y a les descendants, et il peut y avoir même plusieurs générations. Donc ça, c'est aussi une caractéristique forte des insectes sociaux. À la fois la division de la reproduction des tâches, comme l'a dit David, et aussi cette multitude de générationnels à l'intérieur même du groupe. Alors évidemment, ils sont en groupe, mais ça paraît évident à partir du moment où on dit que ce sont des insectes sociaux. Tout à fait. Il y a une troisième caractéristique, c'est en fait le soin aux jeunes par les individus de la colonie. Donc, il y a trois caractéristiques chez les insectes qu'on dit eux sociaux, c'est-à-dire qui ont une vraie socialité, une vraie vie de famille, une vraie colonie. Donc ça veut dire que tout le monde travaille pour les autres dans ce groupe social, quoi. C'est ça. Tout à fait. Un super organisme. Exactement. Alors, fourmis et termites, je disais fascination, répulsion de la part des humains vis-à-vis de ces espèces, de ces insectes. Combien d'espèces existe-t-il? Est-ce qu'on peut donner un ordre de grandeur où on a une connaissance un peu précise? Alors, pour les termites, c'est environ 3000 espèces de termites, mais en réalité, ce sont des insectes qui sont dits cryptiques, qui se cachent, et en réalité, il y a en fait probablement 200 voire 300 espèces supplémentaires qu'on n'a pas encore décrites, qu'on ne connaît pas encore, mais au moins 3000 espèces déjà connues. Pour les fourmis, la diversité est beaucoup plus grande. Si on se réfère à un site internet qui s'appelle HuntWeb, qui référence toutes les espèces de fourmis, et je crois qu'ils en ont dans les 17 000, et une estimation est de 30 000 en fait, parce qu'il y a énormément de fourmis qui n'ont jamais été décrites, donc l'estimation est de 30 000. Donc c'est vraiment une diversité très très grande au niveau spécifique. Et leur lieu de vie alors? Alors pour les termites, d'ailleurs je précise que termite c'est un mot masculin, on dit bien un termite, pas une termite. Je le dis parce que j'y pense et que c'est généralement quelque chose qu'on ne connaît pas. Les termites, alors du coup je vais essayer de passer, nickel. Les termites sont présents dans les régions tropicales humides principalement, mais on les trouve maintenant dans les... Non, pas maintenant, on les trouve dans les régions tempérées, et maintenant avec le dérèglement climatique, et en particulier avec le réchauffement climatique, on voit les termites qui se répandent davantage dans les régions tempérées. Cette carte est assez vieille parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de termites en France métropolitaine que ce qu'il y a écrit sur la carte. Et ça, c'est en fait quelque chose d'assez récent, c'est-à-dire que
les termites qui étaient présents avant que l'homme arrive en France, ils étaient présents dans le sud-ouest de la France, sur le pourtour méditerranéen. Ils se sont, dans ces 5 dernières décennies, acclimatés et sont venus jusque dans le nord de la France métropolitaine à cause de l'homme. À cause de l'homme qui prend des morceaux, qui prend des fragments de colonies en prenant des arbres dans le sud de la France, en les remontant pour reconstruire des maisons, des meubles, etc. Et en réalité, il peut y avoir, à partir simplement de 50 individus stériles, des individus qui vont pouvoir se transformer en reproducteurs. On n'a pas expliqué la reproduction, mais je vais quand même en parler maintenant. On va y venir. Ouais, on va venir. Je pense que c'est quand même bien de donner une idée de où on les trouve, comment ils vivent. Est-ce que leur forme de vie, parce que nous on imagine les fourmis avec les fourmilières, les termites, les termitières, mais j'ai l'impression que là aussi il y a une diversité assez incroyable. Oui, pour les fourmis, en fait, ça sera beaucoup plus rapide comme réponse, parce qu'on les trouve partout, sauf en Antarctique. Voilà. Peut-être ça va arriver avec le réchauffement climatique. Ça va venir. Mais donc c'est beaucoup plus facile, pas besoin de diapo, il y en a partout. Et leur habitat alors? La fourmilière classique ou alors vraiment c'est On trouve des fourmis partout. Vous en avez en ville, vous en avez en forêt, dans les forêts tropicales, dans les savanes, il y en a dans le désert en fait. Il y a des fourmis désertiques qui sont vraiment adaptées à ce milieu particulier. Plutôt sous terre? Évidemment, on n'en trouve pas dans l'eau, hein, mais ça je pense que... Mais plutôt sous terre? Il y en a aussi qui sont dans les arbres et qui font des nids avec des feuilles. Donc en fait, il y a une diversité qui est extrêmement riche en termes d'habitat. Alors pour les termites, c'est également le cas. Vous avez des nids qui sont, j'en ai une petite photo à vous montrer, voilà, qui sont ce qu'on dit épigés à la surface du sol et qui font des dômes extrêmement importants. En réalité, les dômes les plus grands, c'est 12 mètres de hauteur. Et pour des termites qui font 2-3 mm, c'est des monuments incroyables. En fait, il n'y a pas un animal sur Terre, homme compris, capable de construire des édifices aussi grands proportionnellement à sa taille. Et on a des termitières qui sont dans les arbres, on a des termitières qui sont dans le sol, et je vous ai ramené ici une termitière qui se trouve dans les sols. Ça, c'est un morceau de termitière, parce qu'en réalité, il y a plusieurs morceaux comme ceci qui sont accrochés les uns aux autres par des galeries tunnels dans la terre. Et ça, c'est fabriqué par les termites. Alors, quel est le procédé de fabrication? Alors, il y a plusieurs procédés. Le plus simplement, c'est qu'en fait, ils vont récupérer des particules de terre, d'argile, qu'ils vont accrocher les uns aux autres avec de la salive ou avec des excréments qui vont coller et qui vont permettre de fabriquer ainsi leur édifice. Est-ce que je passe la vidéo? Donc là, vous voyez des ouvriers. Donc on ne l'a pas précisé, mais chez les termites, vous avez un roi et une reine qui s'occupent de la reproduction, des ouvriers qui s'occupent de la construction du nid et des soldats qui s'occupent de la défense de la colonie. Et là, ce que vous voyez, ce sont des ouvriers qui vont mettre là des morceaux de terre qu'ils accrochent avec leurs excréments, leurs fesses, qui sont gluants, et ainsi les termites ouvriers peuvent construire comme cela le dôme qui a été détruit juste avant pour pouvoir montrer ce film. Donc, il y a soit des excréments, soit de la salive qui va servir de colle pour les morceaux de terre ou les morceaux d'argile. Donc ils ont une façon de se coordonner, on voit bien qu'ils sont précis. Donc chacun œuvre à sa tâche et en même temps ils savent qu'ils doivent former, par exemple, ce genre de partie de la termitière, c'est ça? Oui, mais là en fait on ne sait pas exactement comment ça fonctionne parce que les termites sont des insectes aveugles et sourds. Donc ils sont vraiment très limités dans leur manière de se coordonner. On sait qu'ils sont très sensibles aux odeurs, notamment les phéromones. Mais le principe de construction des termites, on ne le connaît pas. On ne sait pas exactement comment ça marche. Ce qu'on sait, c'est qu'il peut y avoir plusieurs manières de construire un édifice. Et
ce qui va se passer dans les termitières, c'est que un individu va déposer une boulette à un endroit particulier, et puis il va partir. Un autre va passer, et éventuellement il va poser une boulette par-dessus, ce qui va commencer à créer une colonne, et ainsi de suite. Et par le travail successif des différents individus sans se concerter, on va avoir un nid qui va véritablement se mettre en place. Mais on peut très bien avoir cette colonne-là qui va être ici, qui va être refaite après ou avant une autre colonne. Ce qui compte, c'est le résultat final. Et en fonction des espèces, on a des nids différents. Quand je vois ce nid-là, je sais de quelle espèce il s'agit. D'autres espèces font des nids qui sont totalement différents. Alors, qu'est-ce que la science nous apprend de leur fonctionnement et de leur capacité propre? Il y a une organisation sociale qu'on va pouvoir d'ailleurs décrire, qui s'articule de quelle façon et quelles sont leurs capacités. Donc, on peut penser à la force physique, la rapidité de course. Voilà, faites-nous entrer vraiment et l'un et l'autre dans ces univers. Avec Claudie Dooms, déjà, pour les fourmis. Je pense qu'au niveau des fourmis, en fait, peut-être que ce qui vient le plus facilement à l'esprit de tout le monde, c'est la force au niveau déjà individuel, sans même parler du collectif. Au niveau individuel, les fourmis sont capables de porter environ une centaine de fois leur poids. Alors, ça dépend des espèces, parce qu'elles ont des capacités musculaires extrêmement fortes au niveau du cou et un positionnement de la tête qui fait qu'elles sont capables de porter des poids très très lourds en fait. Il y a des études assez précises qui ont été menées pour voir le positionnement des muscles et du squelette et qui démontrent que techniquement, au niveau physique, elles ont des capacités extrêmement fortes. On voit quelques photos là justement. Oui, voilà, merci David. Alors, elle est fausse, là, la photo. Ah bon, oui, j'allais vous poser la question, la dernière, la quatrième, là, était assez bluffante, j'avoue. Ils cassent leurs rêves, là. Juste à côté, en fait, il y a aussi, je pense, ça illustre l'aspect collectif également, de cette force collective. En se mettant ensemble, elles sont capables de tirer, je ne sais plus ce que c'est, là, 1000 pattes, on dirait, je sais. Elles sont capables de tirer ce mille-pattes et de se mettre en chaîne. Je ne sais pas si vous le voyez. En fait. Elles s'accrochent les unes aux autres de façon à avoir plus de puissance de traction. Tirer et pousser. Et de tirer et pousser. De pousser, en fait. Mais c'est surtout... donc, il y a aussi une force individuelle, mais également une force collective. L'autre exemple, c'était les radeaux, le fait de se mettre ensemble. C'est bien les fourmis, je l'ai dit au début, on ne les trouve pas dans l'eau, évidemment. Mais là, j'ai illustré avec une photo de radeaux de fourmis où elles s'accrochent les unes aux autres et ça leur permet de flotter toutes ensemble et de coloniser ainsi aussi potentiellement de nouveaux habitats, en fait, ou d'être sauvées en cas d'inondation. Et alors l'organisation sociale, c'est-à-dire que là, on a compris avec les termites, mais on va rentrer un peu plus dans le système roi, reine, ouvrier, nurse, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Mais Claudie Dooms, concrètement, pour les fourmis. Voilà. Donc là, j'ai illustré ici la composition classique d'une colonie. Bon, je pense que c'est quand même assez connu. Donc il y a une ou des reines. Donc ça, c'est... une variabilité, une diversité qu'il y a entre les espèces, mais également à l'intérieur de certaines espèces, on peut avoir à la fois des colonies avec une seule reine ou avec plusieurs reines. Cette reine va s'accoupler avec des mâles, mais ce qui est intéressant chez les fourmis, c'est que les mâles, là je les ai mis à l'extérieur du nid. Pourquoi? Parce qu'ils meurent très très vite. C'est-à-dire qu'une fois accouplé, le mâle meurt. Donc la durée de vie d'un mâle, c'est environ une quinzaine de jours. En revanche, il n'est pas complètement mort parce qu'il va transmettre son sperme à la reine qu'elle va conserver toute sa vie dans une petite poche qu'on appelle une spermathèque et qui permet de garder le sperme vivant mais des années. Et on a des reines de fourmis qui peuvent vivre 20 ans, le sperme du mâle va rester vivant 20 ans. Ce qui est assez extraordinaire en termes de capacité de garder des cellules vivantes, en fait. Donc ça, c'est une caractéristique des fourmis. Les colonies de fourmis, il n'y a que des femelles. Il va y avoir des mâles juste au moment de la reproduction, au moment de la production des sexués. On verra les mâles dans la colonie, mais ils ne font rien. Et la reproduction, parce qu'on a compris pour les termites que, je crois que c'était un œuf toutes les... Attends, ne spoil pas ma super histoire. Je raconte. Je dis rien, d'accord. Commence par le cycle. On y va. Je réexplique. Chez les termites, généralement, vous avez un roi et une reine. Donc, c'est pas comme chez les fourmis, il y a bien un roi qui vit au
côté de la reine. Ils se reproduisent, la reine pond des œufs, de ces œufs donnent des larves qui donnent soit des ouvriers qui s'occupent de la construction du nid et du soin aux autres individus et de la recherche de nourriture, soit à des soldats qui s'occupent de la défense de la colonie. On en reparlera tout à l'heure. Et il y a aussi, comme chez les fourmis, donc des individus qui ont des ailes, qui vont être des reproducteurs, mais qui ne vont pas se reproduire dans la colonie. Ils vont s'envoler de la colonie, c'est ce qu'on appelle un essaimage, et ils vont chercher un partenaire sexuel. Si c'est un mâle, il va chercher une femelle. Si c'est une femelle, elle va chercher un mâle. C'est l'équivalent des princes et des princesses par rapport aux fourmis. Et une fois qu'ils ont trouvé leur partenaire sexuel, ils vont chercher un endroit propice pour fonder une nouvelle colonie. Et ils deviennent ainsi les rois et reines d'une nouvelle colonie qu'ils vont initier. Je réponds à ta question. Au départ, le roi et la reine, ils font quelques millimètres, 1 centimètre grand maximum, et je vous ai ramené ici, dans un petit tube, vous ne pouvez pas le voir parce que vous êtes trop loin, une reine termite au début de sa vie, donc elle fait grosso modo 1 centimètre. Chez les reines termites, on a ce qu'on appelle la physogastrie, qui est très importante. La physogastrie, c'est l'abdomen qui va se développer considérablement. C'est comme une femme, quand elle est enceinte, elle a son ventre qui va grossir. Chez les termites, c'est pareil, sauf que le ventre, il va grossir de manière très disproportionnée. Donc, au début de sa vie, elle ressemble à ça. Quelques années après, elle ressemble à ça. On a ici la tête et les pattes. Et tout ça, c'est le ventre qui faisait au départ 2-3 mm maximum, et qui là fait, chez les reines les plus grosses, jusqu'à 10 cm de long. Donc, vous pouvez imaginer que ces individus sont extrêmement féconds. En réalité, ces reines, elles peuvent pondre un œuf par seconde. Et elles font ça pendant pratiquement toute leur vie. Et les reines termites, elles ont également le record de longévité chez les insectes. Ces reines-là, elles vivent pendant plus de 40 ans aux côtés de leur roi. Donc vous pouvez imaginer le nombre d'individus que vous avez au sein d'une seule termitière. Tous frères et sœurs, des ouvriers, des soldats, qui sont tous issus du même couple parental, du même père et de la même mère, du même roi et de la même reine. Et donc voici leur maman. Par contre, les ouvriers et les soldats, eux, ils ne vivent que quelques mois à 1 an maximum. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément connaître tous leurs frères et sœurs. Il y en a qui seront nés avant, qu'ils ne vont jamais connaître parce qu'ils seront déjà morts, et d'autres qui vont leur succéder et qu'ils ne connaîtront pas. Par contre, le roi et la reine, eux, ils vivent toujours pendant tout le cycle de vie de la colonie, donc c'est pendant près de 40 ans pour les plus grosses reines termites. Est-ce qu'on connaît les raisons de la différence de longévité ? Qu'est-ce qui fait que le roi et la reine vont durer et que d'autres n'ont pas cette longévité-là ? C'est expliqué. Vas-y. Bon courage. C'est une question compliquée. Non, mais du coup, je remercie David de me laisser. On se la pose quand même, non, j'imagine. La possibilité de parler en premier. Alors effectivement, allez-y. Je vais pas vous donner la réponse simplement parce que c'est vraiment très très compliqué. Mais il y a beaucoup d'études qui sont faites parce que ça pourrait permettre de donner des clés aussi pour arriver à comprendre comment on pourrait limiter le vieillissement en fait. Y compris chez l'homme. Donc, il y a vraiment des modifications qui se font au moment de la reproduction. Et il y a des espèces de fourmis chez lesquelles il y a des études particulières parce que ce sont on peut les appeler des ouvrières, en fait, qui sont totipotentes, donc elles peuvent se reproduire, elles ont encore des ovaires, elles ont même une spermathèque, donc on ne sait pas si ce sont des ouvrières ou des reines, au final, parce qu'elles peuvent se reproduire. Et ce changement de la reproduction pour le même individu va déclencher plein de changements d'expression de gènes, en fait. Et notamment, il y a des gènes liés aux défenses immunitaires qui vont être surexprimés chez la reine. Donc, elle a de meilleures défenses immunitaires que les ouvrières. Donc, ça a été montré également. Il y a le fait qu'il y a aussi des gènes liés à... C'est un peu technique, mais des productions d'antioxydants qui font que les cellules vieillissent moins vite, en fait. Donc, des gènes qui vont freiner le vieillissement cellulaire. Donc, il y a vraiment tout un changement d'expression de gènes qui se fait au moment de la reproduction. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est génétique au début. C'est-à-dire que le génome de la reine et le génome des ouvrières est le même, que ce soit chez les termites ou chez les fourmis.
En revanche, le fait de se reproduire déclenche des modifications d'expression de gènes en fait, qui vont augmenter la survie. Et puis, il y a une raison beaucoup plus simple, à la limite, qui est que la reine ne sort pas du nid, elle est protégée, alors que les ouvrières vont sortir, alors les termites moins, hein, mais chez les fourmis, les ouvrières, dès qu'elles commencent à sortir du nid, en général, elles ont une survie de 10 jours. Hein. D'accord. Donc c'est vrai que le fait de rester dans le nid protégé limite les problèmes. Protégée et nourrie, puisqu'elle est nourrie. Mais c'est vraiment des changements physiologiques, hein, quand même, derrière, qui sont très très forts. Ouais, chez les termites, c'est à peu près pareil. Hein. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Surtout qu'on sait encore moins de choses chez les termites que chez les fourmis. Parce qu'en réalité, il y a très peu de gens dans le monde qui travaillent sur les termites en comparaison des fourmis et autres insectes sociaux. Et que se passe-t-il quand roi ou reine meurt? Très bonne transition par rapport à ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Du coup, je peux finir mon histoire. Effectivement, je vous ai dit que le roi et la reine sont les seuls individus qui se reproduisent dans la colonie. Les ouvriers et les soldats, chez les termites, sont stériles. Mais en réalité, ils ont un sexe. Et si le roi et la reine meurent, ou s'ils sont trop loin de certains individus ouvriers, eh bien, ces ouvriers, certains ouvriers, vont pouvoir se transformer en reproducteurs, parce qu'ils ne seront plus soumis aux odeurs inhibitrices du roi et de la reine. Ces reproducteurs, c'est ce qu'on appelle des néoténiques. Et ces néoténiques, ils vont s'accoupler entre eux, donc entre frères et sœurs, et ça ne pose pas de problème pour la consanguinité, hein, puisque c'est juste un moment de leur vie. Ils s'accouplent entre eux et ils vont donner donc naissance à plein d'autres individus. Et c'est ce que je disais par rapport aux termites français, qui sont avec ce système de reproduction un petit peu spécial, avec l'apparition des néoténiques. Lorsque l'homme prend du bois dans les forêts pour construire des habitations, des meubles, etc., il suffit qu'il prenne un fragment de 50 individus ouvriers pour qu'une nouvelle colonie commence. Et c'est ce qui s'est passé en France. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de termites très rapidement jusqu'à la capitale, jusqu'à Paris. Oui, chez les fourmis, le système est complètement différent. Hein. On n'a pas alors déjà, il n'y a pas de mâle, hein, donc du coup, les ouvrières ne peuvent pas se reproduire avec un mâle à l'intérieur de la colonie, il n'y est pas. Donc de toute façon, si la reine meurt, vu que le mâle il est dans la spermathèque, quelque part, il meurt avec la reine. En revanche, ce qui peut se produire, donc on peut avoir une transformation de larves, par exemple, dans la colonie, qui classiquement aurait donné des ouvrières. Si la reine meurt, les ouvrières n'ont plus l'odeur de la reine mère dans la colonie et vont faire en sorte que ces larves se transforment en nouvelles reines. Et ces nouvelles reines peuvent remplacer l'ancienne. Ça, c'est une solution. Il y a une autre solution, ça dépend des espèces, la colonie meurt. Vraiment, ça dépend vraiment des espèces. Hein. Donc il peut y avoir une succession et production d'une nouvelle reine ou alors la mort de la colonie. Vous parlez des odeurs, donc phéromones, c'est ultra important dans ces systèmes, ces organismes sociaux. J'y vais, je commence? Allez, je commence. Oui, c'est très important, surtout pour les termites qui sont vraiment aveugles et sourds. Donc la communication chimique, les odeurs, les phéromones sont vraiment indispensables pour leur organisation sociale. En particulier pour la recherche de nourriture, les termites ouvriers doivent chercher la nourriture à l'extérieur du nid, donc ils doivent sortir du nid, mais comment font-ils pour s'orienter? En réalité, ils vont déposer une odeur sur le sol, et ainsi, lorsqu'ils auront trouvé leur nourriture, ils n'auront plus qu'à suivre le chemin en sens inverse en suivant cette odeur. Cette odeur, c'est ce qu'on appelle une phéromone de piste. C'est en fait le même système que le petit pousset, sauf que c'est avec des odeurs, des phéromones de piste. Et j'ai une petite vidéo à vous montrer. Ou pas. Tous les coups, elle était avant. Ah non. Coup de chance. Et là, on voit des termites qui récoltent de la nourriture. Ils sont aveugles, hein, je précise bien. C'est une vidéo qui a été prise sur le terrain. Et on voit très bien qu'ils ramènent quelque chose dans leur mandibule, dans leurs petites dents. Donc il y a bien la nourriture qui est en haut de l'écran, et en bas, il y a la direction du nid. Et ils font comme ça, les ouvriers récoltent la nourriture comme ceci en file indienne, sous la protection des soldats qui vont les protéger des éventuels prédateurs.
Pour les fourmis, c'est pareil, non? Alors c'est pareil, mais alors il y a beaucoup plus de diversité. Donc effectivement, il y a des fourmis qui font des pistes. Vous les avez déjà vues en fait dans vos jardins, ces fourmis qui vont tracer, et faire des pistes et déposent des phéromones. Mais il y a des espèces de fourmis qui foragent tout seules. Donc l'ouvrière, elle sort, elle est toute seule. Donc il n'y a pas de piste. Et les fourmis ont des yeux, hein, donc elles vont s'orienter avec la vue, avec le magnétisme aussi et l'angle que fait le soleil. Donc elles sont capables de s'orienter, notamment des fourmis qui sont dans le désert. Hein. Il y a des espèces de fourmis qui vivent dans le désert. Elles foragent toutes seules, donc elles sortent chercher la nourriture toutes seules et elles s'orientent. Enfin, dans le désert, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'orientation. Et donc elles vont utiliser le soleil et a priori elles sont capables aussi d'utiliser le champ magnétique, ce qui est assez extraordinaire. Alors ces insectes façonnent le paysage. Je disais au début de la rencontre qu'il y a de l'admiration, de la fascination et de la répulsion. Et pour cause, ils sont souvent, ces insectes, perçus comme nuisibles. Je pense notamment aux termites. Dégâts dans les forêts, dans les maisons. Concrètement, comment est-ce qu'on peut lutter contre les dégâts des termites notamment? Je vais être très, très bref, hein, ce n'est pas possible. Voilà. Question suivante. Non, alors, pour développer un petit peu plus, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'ils sont confinés sur les lieux d'infestation, donc vous ne pouvez pas les voir généralement, à moins d'être un spécialiste et de voir quelques structures qu'ils peuvent faire, mais généralement ils ne font pas de structure particulière, ils ne font pas de sûre, ils font pas ou très peu de trous, donc c'est vraiment très compliqué de les voir. Et pour s'en débarrasser, en fait, il y a quelques produits chimiques qui sont utilisés, mais qui sont en fait difficiles à appliquer parce qu'il faut les mettre en contact avec les termites pour que ça fonctionne. Et généralement, c'est cette étape-là qui est assez difficile. Ces produits chimiques, souvent, ils ont un effet retard pour permettre aux termites qui sont partis chercher la nourriture de s'intoxiquer avec ce produit, mais ne pas avoir les résultats du produit, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir du coup nourrir les autres individus de la colonie qui ne sont pas sortis, en faisant ce qu'on appelle de la trophallaxie, c'est-à-dire du transfert de nourriture de bouche à bouche. Et ainsi, on peut espérer avoir tous les individus de la colonie qui meurent et qui, du coup, permettent de se débarrasser de la colonie dans la maison. Le problème, c'est, je vous l'ai dit, c'est l'existence de néoténiques. Donc, il suffit vraiment d'avoir 50 individus survivants pour pouvoir avoir une colonie qui reparte après. Donc, on s'en débarrasse quand même assez difficilement. Et c'est pour ça qu'il y a toujours beaucoup de recherches en lien avec la lutte appliquée, c'est-à-dire la recherche pour lutter contre les termites nuisibles. Mais je précise quand même que les termites nuisibles, c'est seulement une petite proportion des termites. Il y a environ 200 à 250 espèces de termites nuisibles sur les 3000 espèces de termites dans le monde. Et les autres espèces, en réalité, elles sont bénéfiques pour l'écosystème. Est-ce que j'en parle maintenant? Allez-y, j'en parle maintenant. Oui. Elles sont bénéfiques pour l'écosystème. On reviendra aux fourmis. On revient aux fourmis après. Elles sont bénéfiques pour l'écosystème parce que les termites se nourrissent de cellulose. C'est le composé présent dans le bois, dans la terre, etc. Et c'est un composé en fait très dur à digérer pour les organismes sur Terre. Les termites y arrivent très bien. Et pour permettre le recyclage du carbone, le recyclage de la matière organique végétale, de toutes les plantes mortes, de tout le bois mort, il est très important d'avoir les termites pour faire ce travail-là. Sinon, les forêts ne pourraient pas se développer correctement. Les termites sont également très importants parce qu'ils vont, en étant souterrains, construire des galeries dans le sol, ce qui va permettre une meilleure infiltration de l'eau de pluie, ce qui va permettre un brassage des matières nutritives dans le sol, ce qui va permettre du coup aux plantes de se développer correctement. Et on voit même des termites dans les régions semi-désertiques qui sont absolument essentielles à l'écosystème, parce que dans ces régions-là, en fait, il y a très peu d'eau. Et les termites sont des insectes qui doivent boire de l'eau, comme la plupart des animaux. Où vont-ils trouver l'eau? Dans les nappes phréatiques. Donc les termites sont capables de creuser des galeries dans le sol jusqu'à plus de 50 mètres de profondeur pour pouvoir récupérer l'eau des nappes phréatiques et ainsi remonter cette eau pour donner à boire à leurs compagnons, leurs frères et sœurs qui ne sont pas descendus. Ils vont aussi humidifier la termitière. Et en humidifiant la termitière,
du coup, il y a des plantes qui vont pouvoir se développer sur la termitière. Et s'il y a des plantes qui se développent sur la termitière, il y a des insectes phytophages, des insectes qui se nourrissent des plantes, qui vont pouvoir se développer sur ces plantes. Et s'il y a des insectes phytophages qui se développent, eh ben, il y a des insectes carnivores qui mangent ces insectes phytophages qui se développent, et ainsi de suite. Donc on a une vraie chaîne alimentaire qui se met en place dans ces milieux semi-arides, et tout ça grâce aux termites. Donc les termites sont vraiment indispensables. Pour être très, très clair, hein, s'il n'y avait pas de termites sur notre planète, nous ne serions pas là, parce qu'ils ont permis d'avoir tout ce processus de recyclage de la matière organique végétale. Les fourmis aussi. Hein. Allez-y, déjà. La majorité des fourmis ont des nids dans le sol. J'ai parlé de nids dans les branches, mais quand même, la grande majorité des fourmis ont des nids dans le sol, et donc du coup, ont les mêmes conséquences que les termites, et en plus, on les trouve partout. Donc du coup, c'est pas restreint à certaines zones. Non. Donc ce sont les mêmes processus. Mais c'est vrai que pour les termites, enfin, j'ai vu récemment une présentation scientifique qui m'avait marqué parce que il y avait une photo avec des zones de végétation dans une zone désertique, et ça fait des spots de végétation, et qui seraient a priori, alors c'est toujours difficile de savoir qui est la poule et l'œuf en fait, hein, mais pour chaque spot, il y avait une termitière associée. Ouais, c'est assez extraordinaire en fait. Je ne l'ai pas mise. Ouais, effectivement, on voit, je vois très bien de quoi tu parles, c'est une photo aérienne où effectivement on voit des spots verts qui correspondent chacun à un nid de termites sur lesquels les plantes se sont développées. Je n'avais pas les droits sur la photo, c'est pour ça que je ne l'ai pas mise. Donc, Alors on avait précédemment parlé aussi du côté nocif ou nuisible. Est-ce que vraiment il y a ce même rapport avec les fourmis? On a le sentiment que bon, quand elles indisposent un peu les humains, on trouve des solutions, mais est-ce qu'on a peut-être un autre rapport avec les fourmis? Je pense que c'est aussi biaisé peut-être par rapport au fait qu'on soit en France. Alors je sais pas là, mais pourquoi? Parce que les problèmes des fourmis invasives, alors on va en avoir, hein, ça commence, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'on est peut-être moins touché que d'autres régions, et nous, en France, on a de la chance de ne pas avoir d'espèces de fourmis qui fassent vraiment mal, en fait, qui piquent, qui agressent. Mais aux États-Unis, il y a des espèces de fourmis invasives qui causent de gros dégâts, hein, au niveau déjà humain, ne serait-ce que par la piqûre, hein, la petite fourmi de feu. Si elle arrive en France, on aura peut-être une perception différente aussi de la fourmi. C'est vrai que nous, en France, les termites, c'est que des termites invasifs qui posent des problèmes parce qu'ils sont dans les habitations. Donc du coup, je pense qu'on a une vue complètement biaisée du fait de la répartition, où on voit que des termites gênants en France, alors que les fourmis en France, en général, on les tolère plutôt bien. Voilà. Mais c'est une vision un peu biaisée, je pense. Alors, quelles sont les conséquences du réchauffement climatique, de l'évolution telle qu'on l'aperçoit et on la vit? Il y a l'urbanisation, la pollution de l'environnement aussi sur ces insectes sociaux. Alors, je pense que la première réponse, comme n'importe quel organisme, hein, c'est on se déplace. Enfin, soit on disparaît, hein, mais soit on se déplace. Hein, donc, et on le voit avec les termites qui remontent, et les fourmis, c'est pareil. On va avoir des espèces qui étaient plutôt des espèces de milieux chauds, désertiques, qui vont remonter. Donc, on change la distribution des espèces. Donc, des stratégies d'adaptation, en tout cas. Alors, si elles changent de distribution, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a de l'adaptation. Mais en fait, elles migrent. Elles migrent. Par exemple, elles peuvent monter au niveau de l'altitude aussi. Si elles ont besoin du froid, elles vont monter pour se retrouver plus en altitude, pour retrouver un milieu froid. L'autre mécanisme, effectivement, c'est un mécanisme d'adaptation où on va avoir une modification soit du comportement, soit physiologique, qui leur permettent de résister mieux à des températures chaudes ou à la pollution. Donc, par exemple, j'avais une doctorante qui travaillait sur des polluants sur le cadmium, et qui a montré que les colonies qui étaient, pour une espèce de fourmi, les colonies qui étaient en ville, en fait, finalement étaient moins sensibles à un polluant que les fourmis qui étaient en forêt. Donc elles avaient, on ne connaît pas encore le mécanisme, hein, mais on a montré qu'il y avait une modification en fait qui se mettait en place. Parce qu'en général, les polluants affectent la communication. Exactement, donc les polluants modifient la communication, donc ça peut vraiment perturber les réseaux. Alors ça,
c'est vraiment des études en cours, donc du coup, je ne peux pas vous donner des résultats. Mais on a effectivement une étudiante qui travaille là-dessus et qui regarde comment se mettent en place des réseaux d'interaction entre les fourmis à l'intérieur de la colonie, parce que comme David l'a dit, il y a beaucoup de communication, il faut savoir qui va sortir chercher de la nourriture, est-ce qu'on a besoin de nourriture, qui y va, qui c'est qui s'occupe des larves, pourquoi cette larve a besoin d'être nourrie. Donc du coup, il y a énormément de communication dans la colonie, et si les polluants perturbent en fait cette communication chimique, c'est bien connu chez les abeilles, hein, mais chez les fourmis c'est moins connu. Donc du coup on essaye de comprendre si le fait d'être pollué va modifier les interactions entre les individus à l'intérieur de la colonie. David Silam-Ducès, alors les termites, face à ces questions-là? Même chose hein, avec le dérèglement climatique et en particulier avec le réchauffement climatique. Clairement, ils vont aller davantage vers les pôles. Mais l'homme est là pour les aider et les termites vivent dans nos maisons, là où il fait chaud, là où il n'y a pas de prédateurs, là où il n'y a pas de lumière. Ils sont aveugles, mais ils sont quand même sensibles à la lumière et ils savent très bien que, enfin, ils savent, j'exagère peut-être un petit peu, mais bon, on est en vulgarisation, donc on va continuer. Ils savent très bien que s'il y a de la lumière, il y a potentiellement des prédateurs qui peuvent les voir. Donc ils se cachent dans le bois qu'ils vont manger, dans les caves et les greniers, là où ils ne sont pas dérangés. Et du coup, ils sont à la bonne température, ils peuvent très bien se développer. Alors on peut préciser que les termites produisent du méthane, qui est quand même un puissant gaz à effet de serre. Effectivement, à cause de leur paix, les termites libèrent du méthane, qui est effectivement un gaz assez nocif pour notre atmosphère, à peu près à égalité avec les vaches. Mais bon, c'est vrai que je voulais pas en parler, mais c'est pas grave, on en parle. Donc effectivement, oui, il y a quand même ce problème-là avec le méthane des termites, effectivement. Autant que les vaches? Ça dépend des études, mais chaque année, il y a des études nouvelles qui sortent et c'est à peu près l'équivalent des vaches, ouais. Parce qu'en fait, il y a une très très grande biomasse des termites. Oui. Alors là, les études elles varient aussi assez souvent. On en parlait tout à l'heure avant qu'on commence. En termes de biomasse, il y a des études qui disent qu'il y a plus de termites que de fourmis, d'autres qui disent qu'il y a plus de fourmis que de termites. Mais ça reste des quantités d'individus énormes malgré tout. Oui, parce que, juste pour enchaîner avec la biomasse, il y avait un article qui est sorti tout récemment dans un grand journal américain, donc qui disait qui avait estimé de la biomasse des fourmis à 12 millions de tonnes de carbone. Alors pour l'homme, je crois qu'on est à 60 millions de tonnes, juste pour vous donner une idée, en fait. Et il mettait les termites à 50 millions de tonnes, donc quasiment pareil que l'homme. Donc du coup... Ça dépend des études. Ça dépend des études. C'est extrêmement difficile, hein, donc il y a énormément d'extrapolation pour estimer ce genre de choses. Et d'où l'importance de ne pas s'arrêter à une publication ou à des recherches en particulier et d'avoir d'autres publications qui traitent des mêmes sujets avec des approches peut-être un petit peu différentes ou avec des échantillonnages un peu différents parce que du coup on a des visions totalement différentes et c'est ce qu'on disait par rapport à notre échange de tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, la biomasse c'est énorme en fait. C'est ça la conclusion, le message, c'est que... on est envahi de termites et de fourmis. Voilà. C'est ça. Des termites qui ont même fabriqué un instrument de musique, je crois, non? Les termites aiment la musique. Absolument. En fait, il n'y a qu'un seul animal sur Terre qui a fabriqué un instrument de musique humain. Je vous écoute. Ah, ça rigole moins là. Hein. Personne ne sait? Le didgeridoo. Vous voyez le grand instrument en bois en fait qui est creusé à l'origine, c'est les termites qui l'ont fabriqué. En Australie, les termites se nourrissent de cet arbre, l'eucalyptus, en mangeant l'intérieur de l'arbre. Et ils laissent l'écorce pour pas être visible encore une fois des prédateurs. Et puis un jour, une personne d'Australie a vu ça, il a commencé le tronc était tombé, donc il y avait la tige est vidée, il a commencé à souffler dedans et puis il s'est rendu compte que ça faisait un bruit assez sympa. Et c'est comme ça qu'est né le didgeridoo. Pour ceux qui veulent le voir un petit peu plus loin, le didgeridoo il est beaucoup utilisé par Jamiroquai dans ses chansons. C'est lui qui l'a beaucoup popularisé. Vous écouterez Jamiroquai après, c'est très bien. Alors, je vous propose de vous laisser la parole aux uns et aux autres. N'hésitez pas, le temps des questions. Parmi vous, est-ce que certains ont soit des questions, soit des réactions, soit des retours d'expérience? Oui, monsieur. Voilà, à gauche.
Oui, j'aimerais comprendre pour quelles raisons les mâles des fourmis n'ont pas été intégrés par Mère Nature dans l'organisation complexe de la fourmilière. Pour quelles raisons créer une classe qui ne sert à rien? Et d'abord, s'il n'y a pas de mâles dans la fourmilière, d'où viennent ces mâles pour la reproduction? Enfin, où est-ce qu'ils vivent? Je réponds à la deuxième, elle est plus facile que la première, mais je répondrai quand même la première, hein, je ne vais pas l'oublier. Donc, les mâles sont produits au moment de la reproduction, en fait, c'est un peu compliqué hein, chez les fourmis, donc il y a peut-être, je ne sais pas si je l'ai mise. Ah oui, en fait, chez les fourmis, les mâles sont produits par parthénogenèse arénotoque, c'est-à-dire que la reine mère produit des œufs haploïdes, c'est-à-dire qu'elle les produit toute seule, sans utiliser le sperme de son partenaire et donc du sperme qu'il y a dans la spermathèque. Elle ne l'utilise pas. Ces œufs haploïdes vont donner des mâles, en fait. D'accord ? Donc les mâles ont un seul jeu de chromosomes. Nous, on en a deux, on a un père et une mère. Les ouvrières dans la colonie ont aussi deux jeux de chromosomes. Elles ont un père et une mère. Donc c'est vraiment une particularité des hyménoptères sociaux. Hyménoptères, hein, c'est vraiment... Les mâles sont produits par parthénogenèse de la reine-mère. Uniquement pour la reproduction. Qu'est-ce que ça... C'est de la reproduction de la reine-mère toute seule, sans utiliser le sperme du mâle. Elle fait un œuf toute seule. Même si elle n'était pas accouplée, elle peut faire des œufs. Et d'ailleurs, il y a des ouvrières dans les colonies qui... Chez la grande majorité des espèces de fourmis, d'ailleurs, hein, les ouvrières ne sont pas stériles. Elles ont des ovaires. Elles n'ont pas de spermathèque, donc elles ne peuvent pas s'accoupler avec un mâle, mais elles ont des ovaires, donc elles peuvent se reproduire. Et elles peuvent utiliser cette parthénogenèse arénotoque pour produire des mâles. Et se retrouver potentiellement en conflit avec la reine, d'ailleurs. Donc voilà, les mâles sont vraiment produits de façon particulière d'un point de vue génétique, hein, par cette parthénogenèse. Maintenant, pourquoi ils ne sont pas intégrés? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Je vais donner une raison très très simple, hein, mais ce n'est pas que celle-là. Hein. C'est un peu compliqué. C'est parce que l'apparentement dans la colonie, comme les mâles sont produits par parthénogenèse arénotoque, du coup, les ouvrières, elles partagent toutes le même père. D'accord ? S'il y a un seul père, une seule mère, elles partagent le même père, mais c'est exactement le même génome pour toutes les ouvrières, pour le père. D'accord ? Oui. Puisqu'il n'en a qu'un de génome. Alors que la reine-mère, elle a deux jeux de chromosomes. Donc, imaginons, elle a un A et un B. Des fois, elle transmet le A, des fois, elle transmet le B. Ce qui veut dire que par rapport à des termites, les fourmis sœurs dans une colonie sont beaucoup plus apparentées parce qu'au niveau du génome du père, c'est exactement le même. D'accord ? Et donc ça crée une asymétrie d'apparentement qui peut expliquer pourquoi les ouvrières elles sont plus apparentées entre elles qu'avec leurs frères. Donc du coup, il est préférable d'aider les sœurs que d'aider un frère avec lequel elles ne sont pas trop apparentées. C'est un peu, c'est pas que ça, hein, quand même. Je préfère le dire, c'est pas que ça. Mais ça joue un rôle. Contrairement aux termites, où eux, c'est complètement diploïde, et l'apparentement des termites est le même que nous. C'est-à-dire, frères et sœurs, c'est pareil, on est à 50%. Chez les fourmis, c'est pas ça. Les sœurs, c'est 75, et avec un frère, c'est que 25. Et maintenant, la deuxième question, c'est pour les termites. Comment comprendre qu'elle soit sourde et aveugle? Je veux dire, comment se fait-il dans les millions d'années d'évolution de l'animal? Est-ce qu'elles avaient des yeux? Elles ont perdu les yeux comme des animaux qui vivent dans les grottes, n'ont pas besoin puisqu'il n'y a pas de lumière. Et pourquoi être sourd? Enfin, je veux dire, la plupart des animaux entendent. Donc, est-ce qu'il y a une logique ou est-ce que c'est juste comme ça? Je vois que vous posez des questions pertinentes, mais compliquées aussi. Alors, on va essayer de faire ça simple. D'abord, si les termites sont bien présents de nos jours, c'est qu'ils sont totalement adaptés à leur milieu et qu'ils soient sourds et aveugles ne leur pose strictement aucun problème.
Effectivement, vous l'avez dit, leur milieu de vie, étant donné qu'ils sont souterrains, il n'y a pas la lumière. Et du coup, on peut se dire que ils n'ont finalement pas besoin d'avoir des yeux. Même les individus qui vont chercher la nourriture, bien souvent, ils vont se protéger en créant eux-mêmes, en construisant ce qu'on appelle des galeries tunnels, c'est-à-dire des petites constructions par-dessus leur piste pour se cacher de la vue des prédateurs, pour se cacher du soleil. Et du coup, ils sont dans l'obscurité. Donc là encore, les yeux n'ont pas vraiment d'importance. D'un point de vue évolutif, comment c'était avant, c'est compliqué. Les termites sont a priori issus de ce qu'on appelle les blattes ou les cafards. Et quand j'ai dit qu'ils étaient aveugles, et quand j'ai dit que les termites étaient aveugles, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Les ouvriers, les soldats sont aveugles chez la plupart des espèces. Il y a quelques rares espèces qui ont des yeux. Et en fait, les termites qui ont des ailes, ceux qui vont s'envoler, les rois, les princes et les princesses, ont des yeux qu'ils utilisent pour s'orienter. Donc finalement, on peut voir que la spécificité d'avoir des yeux existe bien chez ces insectes, chez les termites. Et c'est juste les ouvriers, les soldats qui ont perdu cette fonctionnalité parce qu'ils n'en ont pas besoin pour leur travail. Et alors l'audition, c'est compliqué, difficile d'avoir vraiment une opinion là-dessus. Surtout que chez les insectes, on ne sait pas forcément tout. Je précise quand même une chose, c'est qu'ils sont sourds, mais ils perçoivent les vibrations. Oui, c'est ça. Et j'ai d'ailleurs une vidéo à vous montrer, parce que chez les termites, il existe... Oups. Non, j'ai rien cassé. Chez les termites, il existe 2 méthodes pour pouvoir indiquer qu'il y a un danger. Soit la communication par une phéromone d'alarme, donc une odeur qui va indiquer aux termites qui sont autour qu'il y a un danger, soit l'utilisation, voilà, j'y arrive enfin, l'utilisation de vibrations. Les termites, lorsqu'il y a un danger, donc lorsqu'ils perçoivent qu'il y a un prédateur, simplement par des mouvements d'air par exemple, vont se mettre à taper leur tête très rapidement sur le sol ou sur le plafond des galeries pour indiquer un danger. Donc ils ne perçoivent pas le son que nous on entend, mais ça va créer une vibration qui va se propager de proche en proche. Et les individus soldats qui sont là pour la défense de la colonie vont venir à l'endroit où les vibrations ont commencé pour défendre leur colonie, alors que ces vibrations vont avoir un effet totalement opposé pour les ouvriers qui, eux, vont fuir pour aller le plus loin possible dans leur colonie. Je vous propose d'écouter un extrait et de voir un petit peu comment ça se passe. Ça, c'est une colonie que j'ai au laboratoire. J'ai soufflé dessus pour indiquer la présence d'un prédateur. Et les soldats que vous voyez ici vont frapper leur tête contre le toit des galeries pour indiquer un danger. Ah, excusez-moi. Voilà, donc ils sont bien sourds, mais ils perçoivent quand même les vibrations. Donc finalement, ils ne sont pas totalement démunis vis-à-vis de leur environnement et ils ont quand même des sens tout à fait adaptés à leur milieu de vie, à leur façon de pouvoir se développer et conquérir le monde. Je profite encore, je ne résiste pas à vous demander pour quelle raison, quel est l'avantage de construire une termitière de 12 mètres de haut par rapport à une termitière horizontale? Est-ce qu'il y a une raison physique? Horizontale par rapport à verticale, t'as une idée toi? Je pense que c'est de la régulation de la température en fait. La circulation d'air Des histoires de ventilation. et de ventilation, si c'était sur le sol, c'est pas ventilé. Le fait que ce soit élevé, ça permet une ventilation, une circulation d'air. Donc c'est peut-être Ce qui est dans les par pays rapport aussi- arides, non, c'est ça, ou Oui. désertiques? Ouais, en fait, je croyais que j'avais mis une photo, mais je ne l'ai pas mise. Effectivement, les termites peuvent vivre dans des pays chauds où il fait très très chaud dans la journée. Avec le soleil qui tape dessus, ça peut monter facilement au-delà de 50 degrés. En revanche, la nuit, il peut faire très frais. Et les termites vivent dans des nids qui sont façonnés de manière à ce qu'à l'intérieur des termitières,
la température soit constante, ce qui permet d'avoir, et l'humidité aussi, ce qui permet d'avoir un bon développement des œufs et des larves. Sans ça, en fait, les larves, la colonie périclitait. Elle ne pourrait pas se développer correctement. Donc les termites ont mis en place des dômes, comme... C'est pas grave, ça a planté. Mettent en place des dômes qui leur permettent effectivement d'avoir cette régulation thermique, cette thermorégulation, avec une température plus ou moins constante, qu'ils auraient probablement plus de mal à mettre en place si les termitières étaient sur le sol. J'en profite aussi pour dire que ça a été très bien étudié par l'homme, et on a bien vu leur système de climatisation à ces termites, parce qu'ils arrivent à maintenir une température constante, mais ça ils le font avec des milliers d'années d'évolution bien sûr, avec un système qui permet autour de la colonie de récupérer l'air, qui en remontant dans la termitière et en s'évacuant par le haut, va refroidir et va garder cette température constante au milieu de la colonie. Et l'homme s'en est inspiré absolument pour fabriquer des bâtiments avec une climatisation économique. On a vu qu'on pouvait sauver près de 35% d'énergie grâce à cette climatisation inspirée des termitières. Donc les bâtiments étaient vraiment fabriqués en fonction comme une termitière. La bio-inspiration. Alors, autre question. Oui, allez-y, monsieur, presque au centre. Oui, merci, c'est passionnant. Est-ce qu'on a une idée de quel âge ont les termites et les fourmis? Est-ce qu'il y a des fossiles? Et quel est leur plus proche ancêtre commun? Est-ce qu'elles sont proches ou... Ah non, alors fourmis et termites, pas du tout. En fait, les fourmis, l'ancêtre commun des fourmis, ce serait plutôt les guêpes. Donc, les guêpes, il y a des guêpes solitaires, il y a des guêpes sociales. Donc là, toutes les fourmis sont sociales. Hein. Mais l'ancêtre commun viendrait plutôt de la guêpe. Et l'ancienneté alors? Et l'ancienneté, oh, je suis vraiment pas bonne pour ce genre de choses. En tout cas, elles ont existé en même temps que les dinosaures, et bien avant. Je pense que c'est 200 millions d'années. 200 à 250 millions d'années pour les termites et pour les fourmis aussi, à peu près au même moment. C'est pareil, termites et fourmis, c'est pareil. En revanche, les termites, tu l'as dit tout à l'heure, c'était plutôt les blattes. Et on a trouvé des fossiles de termites ou de fourmis? Oui, fourmis, il y a des fossiles qui ont même été nommés, hein, donc il y a des espèces qui n'existent plus et qui ont été nommées, comme pour des dinosaures en fait. Donc je ne saurais pas vous dire le nom d'espèce, hein, mais oui, on les a trouvés dans de l'ambre. La résine d'arbres qui sèche et qui en fait devient une manière d'avoir des fossiles. Bah, vous connaissez ça avec Jurassic Park, hein, avec les moustiques qui sont coincés dans l'ambre. Les termites et les fourmis restent coincés dans l'ambre. En fait, pour les insectes, les abeilles aussi ont été retrouvées comme ça. Oui. Ouais. Pour plein d'animaux, ouais. Ça marche très bien. Et donc oui, je confirme ce qu'a dit Claudie, c'est tout à fait ça. Et pour les termites, vous parliez de cafards, non, c'est ça? Cafards ou blattes, c'est le synonyme, ça veut dire la même chose, qui sont effectivement les ancêtres des termites et ils sont apparus. Alors les chiffres changent, mais c'est entre 150 et 250 millions d'années à peu près, grosso modo. Alors, tant qu'on parle justement des techniques et des progrès de la science, Claudie Dooms, est-ce que la génétique permet ou peut permettre de percer certains mystères concernant les fourmis, notamment? Oui, j'ai donné tout à l'heure des exemples concernant supergène, c'est ça? Non, tout à l'heure, je parlais de... Non, c'était autre chose, mais là, peut-être concernant les supergènes, je crois. Oui, en fait, chez les fourmis, je ne crois pas que chez les termites ce soit connu, mais chez les fourmis, il y a des au niveau génétique, en fait, il y a des gènes qui se sont rapprochés, qui forment des supergènes et qui vont déterminer le nombre de reines dans les colonies. Je vous ai dit qu'il pouvait y avoir une ou plusieurs reines dans les colonies. En général, dans la majorité des espèces, c'est quelque chose qui est plutôt déterminé par l'environnement, en fait. Mais chez d'autres espèces, c'est vraiment cette variation est déterminée par un grand morceau du génome, en fait, qui regroupe ensemble plein de gènes. Et ce type de supergène, d'organisation génomique, a été découverte chez pas mal d'espèces maintenant, hein, des papillons, des mammifères, enfin vraiment des poissons. Et ça semble jouer un rôle extrêmement important pour permettre aux organismes de s'adapter très rapidement. Donc ça semblerait jouer un rôle extrêmement crucial en termes d'adaptation rapide. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux là
qui sont en train d'être menées. Et notamment dans votre laboratoire, je crois, non, un 6e gène qui aurait été découvert, hein, c'est ça? On est en train effectivement de travailler là-dessus au sein du laboratoire parce que ce sont vraiment des mécanismes génétiques qui sont cruciaux pour comprendre les mécanismes d'adaptation, notamment face à des environnements changeants. Allez, une dernière question, je pense au centre. Il y en aura 2, mais mademoiselle, d'abord. Alors, juste 2 questions pour les termites. Oui, merci. Combien de temps ils mettent pour créer 12 mètres de termitière et combien de temps ils mettent pour creuser 50 mètres pour l'eau? Est-ce qu'on peut répondre à ce genre de questions? Précisément, non, je ne peux pas répondre. C'est plusieurs années, c'est sûr, pour construire des dômes de 12 mètres de hauteur, et on le voit progressivement, on voit le dôme monter. Surtout que ça se fait par phase, en fait, où on voit des moments où ils construisent pendant plusieurs semaines d'affilée, puis après ça s'arrête, puis après ça repart quelques semaines après. Donc c'est plusieurs années, c'est certain. Et dans le sol, je pense que c'est beaucoup plus rapide, bien sûr, mais de là à vous donner des chiffres précis, je suis désolé, je ne peux pas. Mais c'est très rapide puisqu'ils arrivent à récupérer l'eau. Donc, l'eau n'est pas forcément à 50 mètres de profondeur, hein, mais on a trouvé, en faisant en creusant le sol pour récupérer n'importe quoi, des minéraux ou du pétrole, peu importe, on a trouvé des termites très profondément jusqu'à 50 mètres de profondeur. C'est comme ça qu'on l'a appris. Mais en réalité, on peut les trouver bien sûr avant, puisqu'on peut trouver des nappes phréatiques beaucoup plus hautes. Monsieur, dernière question. Oui, c'est peut-être assez paresseux, mais c'est en proportion. Si c'était une construction humaine, ça s'élèverait à quelle hauteur les 12 mètres de la termitière? Il faut faire le calcul. 12 mètres de hauteur pour des termites qui font 2 à 3 mm. Voilà. 3 mm. Donc, un homme, ça ferait. Oui, il faut calculer. Moi, je suis biologiste, hein, je ne suis pas mathématicien. Je me suis dit que peut-être vous le saviez par. C'est sûr que c'est plus haut que les plus grandes tours. La tour de Dubaï, qui est la plus haute actuellement, elle est beaucoup plus petite que ça, c'est certain. D'accord. Et sinon, j'ai une dernière question, peut-être indiscrète, mais si on fait un peu de l'anthropomorphisme, votre animal totem serait... quel serait votre animal totem? Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Moi, j'ai compris. Je réponds du coup. Pour moi, forcément, c'est le termite. Hein. J'ai travaillé dessus pendant toute ma vie quasiment, donc c'est certain que c'est ce qui me plaît le plus. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas par passion pour le termite que j'ai travaillé dessus. C'est une opportunité qu'on m'a proposée pour mon stage de Master 2. On m'a dit, est-ce que tu veux travailler sur le termite? Je me suis dit, ouais, bon, ok, pourquoi pas. J'ai jamais lâché. Si, je suis parti travailler avec Claudie pendant 2 ans sur les fourmis. C'était le côté obscur et j'ai très vite arrêté. Et du coup, je suis revenu sur les bonnes choses, les termites, les bonnes valeurs sûres. Non, mais je dis ça en plaisantant, mais c'est vraiment pour vous dire que c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'il y a très peu de chercheurs qui travaillent dans le monde dessus et qu'il y a plein de choses à découvrir. Les fourmis, on sait déjà beaucoup de choses. On ne sait pas tout, mais on sait beaucoup de choses. Alors que les fourmis, les termites, en fait, on sait très très peu de choses. Donc, alors c'est pas facile à élever. Et puis, il se cache beaucoup, donc c'est vraiment pas évident de travailler dessus. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui travaillent sur les termites. Mais ça reste un modèle animal très intéressant. D'accord. Après, vous n'êtes ni sourd ni aveugle, mais... On a compris la passion, en tout cas. C'est pareil, hein, je suis tombée sur les fourmis par hasard, donc c'est pas une passion d'enfance. Donc je suis désolée, mais c'est pareil que David, une fois qu'on commence à travailler dessus, c'est tellement passionnant et c'est tellement diversifié. En termes de diversité, les fourmis offrent une diversité beaucoup plus large que les termites. Et donc, du coup, c'est inépuisable pour un chercheur, même si on est plus nombreux. Et encore, ça demanderait à être calculé, à travailler dessus. Proportionnellement à la diversité, je ne suis pas sûre que... Non, je suis d'accord avec toi. Je peux pas le nier. Je suis d'accord. On va vous laisser discuter tous les deux, il n'y a pas de problème. Merci à tous les deux, merci à vous tous aussi. Merci Claudie Dooms, merci David Silam-Ducès. Je renvoie aussi sur l'exposition Mini Monstre à la galerie de minéralogie. Et merci à vous.